tous. J'espère que vous passez une belle semaine. Ce soir, on va faire le point sur des choses, OK? On va parler avec Michèle Filiol parce qu'elle est conseillère en bien-être et en image de soi. Et il y a une vidéo, une annonce de Dove qui est sortie tout récemment que j'ai vue et j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, de mon corps, toutes les larmes de mon cœur et de mon corps. Et on doit en parler. Alors, on va en parler plus tard à l'émission. Elle sera là, puis on va tout explorer cette campagne-là, est-ce que ça veut dire pour l'image de soi et pour le développement des enfants. Mais tout de suite, je suis avec François Thibault. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était à l'Hôtel de Ville, dehors. C'était l'été 2022. Et on parlait de ses nouvelles aventures en tant qu'étudiant au doctorat. Vous le connaissez parce qu'il a souvent participé à l'émission. Il a fait une émission de cuisine ici à TV Rogers. Mais maintenant, tu fais ton doctorat. Donc, c'est plus une idée. C'est plus « Ah, je commence ». Et voilà, ce que j'anticipe va être l'expérience. Tu es dans l'expérience. Alors, ramène-nous d'il y a un an, bien presque un an. Là. Presque un an, oui. Donc, à l'été passé, quand tu allais retourner aux études en tant qu'adulte, hein, on s'entend? Oui, oui. Pour faire ton doctorat. Rappelle-nous pourquoi la décision de faire ce changement-là et comme ta perspective de ce temps-là à la réalité. J'aimerais vraiment Parfait, comprendre. Oui. Donc, il faut se mettre en contexte. Bon, je suis presque mi-quarantaine, j'ai 43 ans. Donc, ça faisait déjà 20 ans que je suis sur le marché du travail. Ça faisait 15 ans que je travaillais dans l'administration universitaire. Puis, même si c'est bien agréable, on a des bons collègues et tout ça, à un point, bien, on fait à chaque jour la même chose. On règle le même genre de problèmes, on rencontre les étudiants qui se plaignent des mêmes situations, tout ça. À un point, c'est difficile sur le moral. C'est difficile parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement, justement, de gens dans des situations qui sont précaires parfois, des étudiants internationaux, des étudiants qui avaient des bourses, là, en ont plus, des étudiants qui n'ont pas d'argent pour payer leurs droits de scolarité. Il y a plein de choses qu'on peut vivre lorsqu'on fait de l'administration scolaire. Puis, à un point, j'étais un peu épuisé. Tu avais fait le tour. J'avais fait le tour. Parce que j'avais commencé, là, juste pour faire un rappel très, très, très bref, j'avais été en recrutement pendant environ, je dirais, 12 ans. Puis ensuite, je suis allé en administration, là, c'est-à-dire vraiment faire l'admission, là, comme être responsable des admissions et tout ça, à l'Université Saint-Paul. Donc, après 2 ans, après 2 cycles, là, j'ai dit comme, OK, je sens que ça revient comme ce que j'avais vécu à l'Université d'Ottawa. Puis là, je disais, non, je suis prêt à changer. Là, un petit peu crise de quarantaine. Pas que j'étais en questionnement à savoir quelle va être ma vie plus tard ou quoi que ce soit. C'est juste, je me suis dit, je veux me lever le matin et être heureux de faire ce que je fais. Oui, bravo, parce qu'il y a plein de gens qui vivent à tous les jours, donc dans la même routine. Puis là, ils se réveillent à un moment donné, puis ils sont pas heureux. Il y a des gens qui sont très heureux là-dedans, puis c'est correct, c'est correct. Il y a des gens qui sont malheureux puis ne le réalisent pas. Oui, bien, tu sais, tu m'as souvent entendu dire « je suis l'homme aux 1000 projets ». Tu l'as dit en début d'émission, en ouverture. Tu as dit j'ai fait Bouffe sur la route ici à TV Rogers. Je suis venu faire de la popote ici dans le studio. J'ai toujours un projet, sinon 2, sinon 3. J'ai fait mes films de zombies. Il y en a un deuxième en préparation. Ça bouge toujours ma vie. J'ai besoin de ça. Moi, comme on dit, je me nourris dans ces expériences où ça bouge, puis je sais pas par où regarder ça. Donc, c'est un petit peu le défi que je m'étais lancé avec le doctorat. C'était de dire, OK, là, je me lance dans le vide, puis advienne que pourra. On sera dans le bonheur ou on sera dans le désespoir, on ne le sait pas. Mais tout de suite, la première semaine, j'étais là, puis je me souvenais de ma maîtrise. Je me souvenais que je faisais mes études alors que je travaillais à temps plein, on va dire 40-45 heures par semaine. Puis en plus, je faisais un cours, donc 3 heures que je devais être en classe et je devais écrire, rédiger, donc faire les examens et tout ça. C'était épuisant et tout ça. Là, le premier constat, première semaine de cours, c'est « Hey, je fais juste étudier. » Bon, je travaille comme assistant d'enseignement, mais tu sais, bon, c'est assez limité là, en nombre d'heures. On parle de 10-15 heures par semaine de travail maximum. Mais je fais mes lectures, puis je vais au cours, je me prépare. J'ai 2 cours par semaine. C'est charge de travail qui peut être très exigeante. On parle de 30 à 40 heures de lecture par cours. Donc, on peut parler de jusqu'à 60. Des grosses semaines, ça va jusqu'à 60 heures de lecture.
des petites semaines, ça peut être seulement une vingtaine d'heures. Là, ça, c'est relax. Mais oui, la charge de lecture Est-ce que tu aimes lire? Je ne suis pas un lecteur très rapide. À chaque trimestre, j'accélère mon rythme de lecture. Donc, ça va beaucoup mieux que ça allait en septembre. En septembre, c'était pénible. Puis ensuite, mes deux cours étaient en anglais. Donc, quand on travaille dans notre langue seconde, même si tout va bien dans la classe, je pouvais interagir et tout ça, mais lire dans ma langue seconde, quelque chose qui n'est pas de la fiction, ou écouter des documentaires qui ne sont pas de la fiction, contrairement à un film, c'est une autre chose. Il faut se positionner, il faut aller chercher le vocabulaire, le jargon de la lecture, tout ça. J'ai pas le dictionnaire à côté, mais parfois, ça aurait été presque pratique. Mais c'est ça. Là, donc, j'ai passé au travers de ça. J'avais aussi une conférence à la fin octobre. J'ai présenté une conférence sur le film The Road, donc La route en français. Et c'était une conférence sur l'héroïsme ordinaire. Rappelle donc pour tout le monde qui écoute ton doctorat. Oui, donc mon doctorat, c'est en fait, je veux étudier la représentation de la figure de leader dans les films post-apocalyptiques. Et donc, ça, c'est l'essence originelle. Donc, c'est mon intention. C'est toujours mon intention. Là, maintenant, j'ai ajouté les séries télé. Là, je vais parler de comment les gens perçoivent ça. Donc, comment, toi, par exemple, Nathalie, comment tu perçois ce qui est montré à l'écran? Et éventuellement, c'est pour donner un petit peu de l'information aux gens de la santé publique, par exemple. Comment les gens réagissent en voyant tel type de leader à l'écran. Et ça pourrait indiquer, je dis bien ça pourrait, le conditionnel est important, ça pourrait indiquer si quelqu'un arrive dans une pandémie ou dans une épidémie, comment il pourrait réagir face à une figure de leader un peu plus sympathique ou moins sympathique ou qui fait tel agissement. Donc, j'ai ajouté ça cet automne à ma thèse. C'est pas encore très formulé, on est encore dans la première année, mais j'aimerais pouvoir exprimer quelque chose et que ce soit aussi pertinent pour la sociologie. Tu vois déjà, l'application est différente que l'été passé. Je te vois en parler. Là, tu vois qu'il y a une évolution. Puis c'est ça l'idée des 4 ans. Oui, c'est que tu vas évoluer ta thèse. Mais là, il t'aurait peut-être... C'est vraiment de comprendre les communications, comment... c'est le terme... pas la psychose sociétale, mais comme la psychologie sociétale, mais comme au niveau des réactions. Donc, pour pouvoir anticiper des messages clés, des façons d'informer, des têtes d'affiches qui seraient aimables. Exactement. Puis de quel... est-ce qu'on doit utiliser, par exemple, quel type de propagande? Comment les gens réagissent à tel type de propagande? Parce qu'on le dira, c'est tellement manipulateur. Ben non, on le sait. Non, mais on le sait, là. Comme... Même le fait que je suis assis ici, c'est un choix. On va dire, la propagande est peut-être un choix de mots un petit peu avancé, mais ça demeure que tu as choisi de m'inviter ce soir pour sortir un certain message à ton auditoire. Absolument. Absolument. Je veux encourager les gens à retourner aux études si c'est quelque chose qu'ils veulent faire et à trouver leur bonheur dans la vie parce que François est heureux. On parle de ça tout de suite après la pause. Il a fait un choix de bonheur. On va essayer de ne pas faire trop de propagande. Restez là. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, je reçois Marie-Josée Pollens. C'est une personne de petite taille. Elle parle des défis qu'elle a dû relever pour être la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Donc, je parle avec François Thibault ce soir. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Il est en train de faire son doctorat. Il est bien occupé. Je suis vraiment contente qu'il est avec nous ce soir pour vraiment nous inspirer à être heureux. Parce que c'est ça que c'est. Tu as fait un choix. Un choix de bonheur, comme Un choix tu de disais. bonheur. Oui. C'est un doctorat en communication. Oui. Tu étudies le cinéma, tu étudies les zombies. Oui. Pourquoi les zombies? Ah, mais les zombies, c'est une histoire d'amour depuis au moins 20 ans. C'est mon petit frère, je pense que c'est mon petit frère Guillaume qui m'a montré un premier film. On avait vu ça à l'époque. Bien sûr, George A. Romero est le père des zombies. Donc, si vous cherchez ça sur Wikipédia ou ailleurs sur Internet, vous allez voir, George A. Romero a fait les plus grands films de zombies, ce qui est considéré comme les films forts du genre zombie. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Day of the Dead, c'est les 3 premiers. Everything Dead. Ouais, Non, mais c'est ça. Everything Dead, hein? C'est ça. Et ce qui arrive dans ces films-là, lui, ça a été une chance, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de reprendre ces films. Puis avec ça, lui a obtenu du financement pour faire, je pense, 5 ou 6 autres films de zombies. Ça s'est commencé quand ils ont, en 1990, ils ont refait Night of the Living Dead. Et ensuite, autour de 2002 ou 2004, là, je me souviens pas, ils ont refait Dawn of the Dead, qui est vraiment pas aussi bon parce que les zombies courent, alors qu'on sait tous que dans les films de George A. Romero, les zombies marchent. Mais est-ce qu'il a inventé cette notion-là de zombie? Ou est-ce que c'est une figure ancienne? C'est une figure qui existe en Haïti, dans les Caraïbes. Le zombie existe dans la vie de tous les jours. C'est une notion sociale qui existe. Puis ça, je vais t'en reparler plus tard parce que je dois encore lire un livre de Lucy Swanson là-dessus. Okay. Je t'en reparle. Mais c'est quelque chose qui existe dans la culture générale en Haïti et dans les Caraïbes. Sur écran, les zombies existaient avant George A. Romero, mais on parle de peut-être 5 ou 6 films avant. Donc, ça a commencé les années 40 environ. Mais lui, c'est vraiment avec son film fin des années 60. C'est là que ça a commencé. Puis il y a des cultes, parce que, je dis ça, des cultes. Ah non, mais c'est un genre. Un genre cinématographique mais hyper pas juste culte. pour le cinéma. Il y a des gens qui se préparent pour le temps des zombies. Ben oui, comme pour genre les la zombie bouffe wars. sèche. Ouais. Non, mais... Ah non, toi, tu parles pour le survivalisme. Oui, le survivalisme, Oui, mais qui oui. a rapport aux zombies. Ben, c'est un élément, oui, possible parce que, regarde, on va se remettre en mars 2020. Ben oui, non, mais c'est ça. Oui, on se remet dans ce contexte de la pandémie. Moi, je regardais dehors, j'étais dans mon petit condo sur Main Street, puis je regardais à la fenêtre, puis je voyais une personne avancer. Puis à un point, moi, je me suis dit, c'est certain qu'il y a un zombie qui arrive. Là, moi, j'imaginais déjà le zombie arriver derrière, attaquer la personne. Et dans ma tête, j'avais ça. Pourquoi? Non, juste parce que c'était tellement... Il y avait personne dans les rues. Ouais. On pouvait traverser Main Street sans regarder. À toute heure du jour ou de la nuit, moi, je pouvais traverser la rue. En ce moment, je fais ça, puis je suis mort à l'intérieur de 10 secondes parce qu'il y a énormément de trafic sur Main Street. Mais c'est ça, là, c'est toute l'atmosphère un peu glauque, un peu... comme c'était sombre, là, il y avait... c'était froid. Surréel. Surréel, oui, tout à fait. Ouais. Une ambiance très zombie ou très dystopique aussi, on peut le dire. Donc, il y avait cette ambiance-là. Puis, pourquoi les films de zombies? C'est juste parce que c'est quelque chose qui peut éventuellement arriver parce qu'on l'a vu. C'est pas exactement comme des zombies parce que les gens sont pas morts et ils reviennent à la vie. Ça, c'est le principe de zombies. Mais avec la pandémie, on a vu, les gens peuvent être atteints de ça. On peut transmettre le virus et là, on a trouvé des vaccins qui contiennent, qui nous permettent de vivre d'une nouvelle façon. Mais
c'est quelque chose qui est très réel maintenant. On parle d'un film de zombies, puis maintenant, c'est réel. Alors qu'avant, avant la pandémie, on pourrait parler de le SARS, la première pandémie de 2009 qu'on a connue, environ 2009-2010. Bien, dans notre temps, parce qu'il y en a Oui. d'autres. Il y en a d'autres, c'est ça. Il y a eu des pandémies. On a eu la grippe espagnole, on a eu d'autres pandémies, d'autres épidémies au cours du 20e siècle. Mais les plus récentes, là, tout le Mais le tout le monde. zombie, cette figure-là, est associée à un virus officiellement. Oui et non, parce que dans les films, c'est rarement expliqué d'où vient l'origine du virus. Donc, on peut dire que c'est un virus et c'est transmissible habituellement soit par une morsure, le zombie vient attaquer, vient mordre, ou soit par le sang, une contamination ou salive, des choses comme ça. Contamination très normale, on peut penser à l'épidémie du sida, c'est un peu les mêmes choses. Donc, on a cette idée-là de transmission entre personnes. Mais qu'est-ce qui est exactement le virus? On ne le sait pas. Dans 28 jours plus tard, par exemple, on présente des singes qui propagent un virus à l'être humain, puis là, après, tout l'Angleterre est disparu un peu là, sous ce virus-là. Officiellement, ils ne considèrent pas ça un film de zombies, mais ça a toutes les histoires comme un film de zombies. C'est juste qu'ils sont pas morts. Tu t'intéresses particulièrement aux leaders dans ce contexte-là d'une genre d'épidémie. Exactement. Et de comprendre comment la société va réagir. Oui. Et c'est là ton lien avec le survivalisme que tu disais tout à l'heure, parce que on se prépare, veut pas, un peu à des éventualités. On n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, est-ce qu'on a les réserves à la maison et tout ça? Mais quand on parle de notre groupe social, on peut se poser la question, qui je suivrais parmi mes amis, parmi mes connaissances, si on devait survivre tous ensemble, un groupe de 15 ou 20 personnes? Qui je mettrais dans mon groupe? C'est un peu cette idée-là personnelle qui me pousse à étudier l'aspect social et non pas seulement la représentation à l'écran, mais aussi l'intérêt, qui je devrais suivre comme personne. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Je veux dire, il y a une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau au cours de l'automne. Je disais entre nous pendant la pause, pour des raisons financières, parce que je dois proposer... je dois proposer quand même des projets qui sont finançables pour le gouvernement, mais il y a aussi un intérêt de voir la réaction des gens. Puis ça rend aussi un projet doctoral un peu plus concret. Pas seulement regarder un écran puis analyser des représentations, mais aussi voir comment les gens comprennent ces représentations. De comprendre la nature humaine. Bien sûr. C'est de comprendre... Et dans un contexte qui évolue. C'est un contexte humain qui évolue, mais maintenant avec l'information qui est partagée de la façon qu'elle est partagée, je me demande si la conscience, les perceptions sont de moins en moins comme culturelles, de plus en... Tu sais, comme... Je me demande si c'est un élément qui influencerait les comportements. Bien, un aspect planétaire, tu l'as dit, avec l'Internet et tout ça, on partage des aspects, on a entendu aussi pendant la pandémie, des aspects de conspiration, de messages, le gouvernement, il nous cache des choses et tout ça. Oui, le gouvernement nous cache des choses. Le gouvernement nous a toujours caché des choses. C'est normal. Parce que si un politicien disait la vérité, on ne voterait jamais pour lui. Tu sais, ça, c'est un principe de base, là. C'est juste que les gens n'ont jamais entendu ces discours-là. Puis je suis aucunement conspirationniste, là, comme vraiment, c'est pas dans mes gènes personnels, mais cela étant dit, il faut se poser des questions et j'ai la chance de me lever chaque matin puis de prendre un article scientifique, prendre une étude, prendre un livre et prendre le temps, justement. Je prends bien des choses, là, je le sais, mais prendre le temps d'analyser et d'essayer de mieux comprendre la nature humaine et aussi un peu comme qu'est-ce qui se construit comme société autour de nous. Et on n'a malheureusement pas la chance, quand on est employé, de prendre ce temps-là. Et quand tu dis, donc, 20 ans dans le marché du travail, tu as fait ta maîtrise pendant que tu travaillais aussi. Oui. Mais tout ce temps-là, tu apprends des choses, mais là, tu es vraiment en train de... Là, c'est pour toi. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une analyse juste? Oui, c'est 100% pour moi, parce que je me souviens encore quand j'ai annoncé à mon père, quelque part en mai ou en juin, probablement l'an passé, quand j'ai annoncé à mon père, je m'en vais faire mon doctorat. Mon père a dit, est-ce que ça va être plus payant? Est-ce que tu vas avoir une meilleure job? Ça a été sa première question, une question très légitime. Oui. Très légitime. J'ai dit, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Mais l'important, là, en ce moment, pour moi, pour ma santé mentale,
c'est de prendre un arrêt du marché du travail et de me consacrer à quelque chose qui m'intéresse à tous les jours. Puis on parlait de financement, on en parle depuis le début là, de l'intervention ce soir. C'est pas quelque chose qui malgré que j'ai une bourse d'admission de l'Université d'Ottawa, malgré que je travaille comme assistant d'enseignement, malgré... C'est une grande décision financière. Ah oui, ça coûte... il y a une partie de mes épargnes qui sont déjà parties, qui se sont envolées. Il y a également, c'est des CELI, c'est des REER que, on a le droit à des programmes du gouvernement qui sont intéressants. On a le droit à 10 000 $ à retirer nos REER pour pouvoir les investir dans nos études chaque année pendant la période du doctorat. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est un projet qui va me coûter probablement 150 000 $. Non? Mais ça, c'est bien aussi. Moi, je suis plus heureux. Donc, pour moi, le bonheur, l'argent, c'est pas important. Oui, les gens vont dire, oui, l'argent, c'est important. Oui, on doit acheter des choses, on doit payer des trucs. Mais à la fin de la journée, c'est plus important qu'on soit heureux qu'on ait beaucoup d'argent. J'ai 2 grandes questions pour toi. Vas-y. Docteur Thibault, dans 3 ans. En anglais seulement? Ans. Mais oui. En anglais seulement. Docteur Thibault. Oh, yeah. Ça va vouloir dire quoi pour toi? Pour moi, Docteur Thibault, si on utilise l'anglicisme, pour moi, au niveau professionnel, ça va être de me permettre de propager mon intérêt, mon amour pour l'éducation et la science au sens large du terme. Donc, j'espère pouvoir donner des cours, de faire de l'enseignement à l'université ou dans les collèges de la région. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, avoir la possibilité de éventuellement faire des documentaires. Ça, c'est une avenue professionnelle qui m'intéresse énormément. Donc, de creuser, un peu à l'image d'un doctorat, de creuser pendant 4 mois, pendant 6 mois, faire des longs documentaires et de proposer ensuite à une chaîne ou à des chaînes en continu sur Internet le documentaire, le vendre. Et encore là, comme t'entends déjà, là, et je m'entends dire ça, puis je me dis, je vivrai pas riche. Encore là, ça dérange pas. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Puis ça, c'est quelque chose vraiment que je veux partager. Les gens, la pandémie a fait réaliser un paquet de trucs aux gens. Pour moi, ça a été ça. C'est pas d'arrêter de travailler, c'est de travailler sur les choses qu'on apprécie puis qu'on aime. Ça, c'est le plus important. Puis d'être proche des gens qui sont importants à nos yeux, puis de leur dire qu'ils sont importants à nos yeux. Tellement. Ça, c'est la deuxième réalisation de la pandémie. Puis là, tu vas retourner dans le marché du travail. Ça va être quoi pour toi, le travail dans le futur? Puis là, je dis en guillemets parce que ça va peut-être changer ton approche envers le travail. Oui. L'approche envers le travail, c'est éventuellement, j'aimerais ne plus travailler à temps plein. Temps plein étant, voulant dire... 40 heures semaine, 40 heures semaine assis dans un bureau. C'est ça. Ça fait déjà au moins 3 ou 4 ans que je travaille 7 jours par semaine, moi. Donc, je travaillais à l'université, puis les week-ends, j'aidais des amis avec leur petite compagnie, leur petite qui commence à devenir de plus en plus grosse, leur compagnie en démarrage. Et j'écrivais des articles de blog, je faisais des rapports pour eux, des choses comme ça. Je continue à faire ça aussi pendant mon doctorat. Et j'adore. Moi, je veux travailler 7 jours par semaine. Pour moi, c'est nécessaire de faire un petit peu à chaque jour, mais pas 10 heures par jour. Faire 3-4 heures, 5 heures par jour, d'en faire à chaque jour. Pour moi, c'est comme ça que mon cerveau travaille mieux. Puis quand que je déconnecte, par contre, quand je dis je prends 2 semaines, 3 semaines de vacances, c'est 100% déconnecté. Il y a des experts de productivité qui diraient qu'un bon 4-5 heures par jour, c'est plus de contribution qu'un 8 heures allongé avec plein de réunions, on a à réévaluer. Je pense que ça va arriver même dans le domaine du travail où les gens, dans les boîtes de travail, il va y avoir une réévaluation de comment on utilise notre temps. Oui. Mais tu es en train de vraiment parler d'un train de vie qui te garde intéressé, allumé, qui te nourrit. Félicitations. Merci. Je te souhaite tout le succès. On va se revoir à l'été parce que je veux qu'on aille un peu plus en détail au niveau de ces films-là, zombies, etc. Merci, François, d'avoir été là. Avec plaisir. On se quitte pour une courte pause. Au retour de la pause, je suis avec Michel Filiol, coach en bien-être et en bien-être et image de soi. Et on parle justement de ces enjeux-là pour nos enfants dans la société. Restez là.
Cette semaine, on discute avec l'humoriste Cash Reggie. Reconnu pour sa fameuse phrase « Le hood est fatigué », Reggie fait rire plus de 36 000 abonnés sur sa page Instagram. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Il y a quelques semaines, premièrement, je tiens à souhaiter la bienvenue à Michel Filiol à l'émission. Merci d'être là, Michel. Il y a quelques mois, je vais vous mettre en contexte, OK? Il y a quelques semaines, c'est pas des mois, c'est quelques semaines, j'étais dans mon bain. Puis moi, dans mon bain, c'est mon temps pour moi. Je mets mon petit écouteur, puis je mets mon téléphone, puis c'est là que je me rattrape. Je me rattrape sur des choses, des messages, mon Instagram. Je me donne un 15 minutes dans le bain, OK? Puis, voilà, je vois une annonce de Dove. On sait que Dove ont souvent fait Dove, la compagnie de savon, shampoing, etc., ont souvent fait des campagnes pour l'image de soi. Il y en avait une, c'était à un moment donné, les femmes sans maquillage, le montrer. Ensuite, c'était d'être naturel, l'âge. Il y a différentes campagnes. Et celle-là, je ne pouvais pas arrêter de la regarder. Regarde, ce que je dirais, c'est que puis je vais attendre parce que mon réalisateur est là. On va montrer la vidéo bientôt. Correct. C'est ça, la télévision en direct. Je veux vous partager cette campagne-là parce que j'ai pleuré toutes les larmes. Comme j'ai vraiment pleuré après avoir vu ça. Et ensuite, j'ai partagé à toutes mes amies et tout le monde que je connais qui a des enfants. Puis je voulais qu'ils voient cette annonce-là. Puis j'ai pleuré vraiment en tant que maman parce que j'ai une petite fille de 6 ans. J'aimerais vous montrer la vidéo, puis ensuite on peut en parler. Emma, sit down and I will read you a book. You are so beautiful to me. Good job, Mary. You are so beautiful. Hello, for Mary and Addie's comedy show. To me, can't you see, dear Mary? Everything I hoped for. You're everything I need. You are so beautiful to me. You are so beautiful. You want a small waist this summer when your favorite product is here. All right, that's it. To me, can't you see? Everything I hoped for. You're everything I need. Get yourself a tape measure. Thigh gaps are in. You
so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see? You're everything I hope for, everything I need. You are so beautiful to me. Can't you see? Bon, avant qu'on monte la vidéo, Michel m'a dit « Est-ce qu'on a des Kleenex? » J'ai dit non, on n'en a pas. Je m'excuse si ça a été difficile pour vous de voir ça. Moi, regarde, je l'ai regardé peut-être une dizaine de fois. Ça me fait encore réagir. C'est parce que je suis maman. C'est pour ma petite fille, puis je me dis moi, j'ai été élevée dans un temps où est-ce que c'était des magazines. On voyait des photos qui étaient idéales. Puis on avait des conversations à propos de ça. Puis c'était des mannequins. Puis je me souviens, on encerclait les os qu'on pouvait voir sur les images. Puis c'était difficile. Puis en étant dans la nage synchronisée pendant très longtemps, on regardait notre corps et comment il devait être fait. Puis quels étaient les trous entre les jambes pour montrer des jambes parfaites. Plein de choses comme ça. C'est pas des nouvelles choses, mais moi, ce qui m'a tellement affectée de cette annonce-là, puis je pense qu'ils ont vraiment bien fait ça. Moi, ça a ouvert mes yeux en tant que parent. Puis je vais te laisser parler bientôt, Michel. Tu es tellement patiente avec moi. Mais je dois vraiment vous mettre en contexte parce que c'est... Autant qu'on peut essayer de créer une vie familiale, l'enfant est aimé, bien entouré, des amis, des sports, des activités. Le téléphone mobile... à 12 ans, elle l'a dans ses mains. À 12 ans, c'est une enfant encore. Et est influencée. Et le pouvoir de ce mécanisme-là est incroyable. Et alors, Michel, merci d'être là. Parce que je sais que tu es intéressée et impliquée à ces deux niveaux-là. Non seulement tout ce qui est image corporelle, mais aussi au niveau de l'utilisation des tablettes et les médias sociaux, etc. Donc, quand toi, tu as vu ça, puis tu as été d'accord de venir en parler, qu'est-ce qui t'est venu pour toi? Est-ce que mon expérience est semblable à la tienne ou au niveau de ta réaction? J'aimerais savoir. Moi aussi, je suis parent. J'ai 2 garçons. J'ai pas des filles, mais j'ai des garçons, 12 ans et 9 ans. Et puis, ça m'affecte aussi parce que l'image de soi, c'est pour les garçons aussi. Puis les appareils électro, les médias sociaux, les enfants, ça commence de plus en plus jeune où ce qu'ils ont ces appareils-là, puis ils ont accès des photos, des vidéos, avec des films, puis tout le monde est tout petit. On voit certains corps, hein, c'est des standards de beauté qui ne sont pas nécessairement sains, comme healthy. Je pense à ça aussi parce que je vois aussi ça dans mes garçons. Ils sont un petit peu plus vieux que vos enfants. Ça, c'est quelque chose qui est, comme parent, c'est très important. Ça me touche aussi. Mm-hmm. Puis quand on parle de ton expérience en tant que coach en bien-être et en image de soi, tu as un parcours, toi aussi, parce que tu as commencé comme coach en perte de poids. Mm-hmm. Et maintenant, tu as fait un changement. Peux-tu nous partager un peu ton cheminement? Puis ça, c'est en tant qu'adulte, là. Oui, absolument. Oui, j'étais coach pour perte de poids.
Puis j'ai fait mon cheminement. J'étais Weight Watchers à 13 ans. Moi aussi, j'ai fait la natation. C'était pas synchronisé, mais compétitive. J'ai fait des courses. Et puis, tu sais, c'était toujours un défi avec mon poids. J'étais dans mes vingtaines, j'ai encore fait Weight Watchers. J'ai eu mes enfants, tu sais, plus tard dans mes vingtaines. J'ai engraissé, puis j'ai travaillé avec une coach de vie. Puis, tu sais, c'était pas, tu sais, diète, mais plutôt pensée, émotion, tu sais, connecté à soi-même. Et puis, tu sais, j'ai perdu beaucoup de poids, puis, tu sais, je mangeais beaucoup pour des raisons émotionnelles. Puis j'ai passé à travers de ça, puis j'en sortis, puis je dis, OK, j'ai une différente façon, différentes approches, puis, tu sais, des personnes qui, peux-tu m'aider? J'ai commencé à faire du coaching pour perdre de poids. Puis, tu sais, 3 ans, c'était stable. En tant que poids, tu sais, j'avais une bonne confiance en soi. Puis la pandémie est arrivée. Puis ça, tu sais, ça jumelé les affaires. Tu sais, le stress de la vie, essayer de faire toutes les choses, travailler, avoir des enfants. J'ai recommencé à manger, tu sais, mes émotions, aider à passer à travers de ça. Aussi, été très occupée. Le stress, tu sais, ça nous affecte. Puis c'est ça, j'ai engraissé, puis là, je disais, OK, c'est vraiment intéressant que ça arrive, tu sais, tu penses que you figured it out. Tu avais fini, tu avais trouvé ta solution. Oui, c'était différent, c'était pas une diète, mais ça fait partie de mon cheminement. Et puis, j'ai dit, OK, deuxième année de la pandémie, j'ai dit, OK, je vais aller prendre une formation pour coaching. Puis pendant j'ai fait ma formation, on a travaillé beaucoup sur estime de soi, body image, puis l'idée que la santé égale pas être mince. C'est pas nécessairement, c'est pas la seule version de santé. Ça m'a fait questionner, c'est quoi être en santé et comment aider moi, je travaille avec les femmes pour trouver le poids naturel et t'as peut-être, t'as pas nécessairement du poids à perdre. Je sais pas. C'est ça, la philosophie, c'est tu peux être dans un plus gros corps, tu peux être en santé, t'as peut-être du poids, release, so, vraiment une différente approche. Puis moi, je dirais que je suis plus relax dans mon corps. J'ai engraissé, mais je suis plus relax, j'ai plus d'estime de soi, je suis plus at peace, avec mon corps que, that I've ever been. Merci de le partager, ça. Parce que souvent, on peut penser que les gens qui coachent d'autres ont déjà tout compris, là. Puis mais les meilleurs coachs, c'est des gens qui sont toujours en train de travailler sur soi. Les enjeux aujourd'hui, penses-tu qu'ils sont différents que quand nous, on était plus jeunes? Bien, je m'en rappelle quand j'étais jeune. Pour moi, tu parles des revues, des magazines, puis j'avais YM Magazine. Ah oui. C'était ça, là. Puis je sais que ma mère, des fois, elle trouvait avant moi, là, puis je sais qu'elle avait elle n'était pas d'accord avec ce qu'il y avait là-dedans, mais c'était... Il n'y avait pas beaucoup... Tu sais, il y avait MTV, tu sais, Much Music. C'est ça qui nous influençait. Bien, c'est pas comme aujourd'hui où, tu sais, avec les électros, les médias sociaux, c'est une différente game là, pour les jeunes. Puis même pour nous, comme adultes, on se fait influencer par qu'est-ce qu'on voit, tu sais, nos feeds. Tu sais, puis, ouais, c'est pas pareil. Alors, qu'est-ce que... Puis, je sais qu'on se quitte juste... Je pense qu'on se quitte... Oui, on se quitte pour une courte pause. Mais j'aimerais vraiment... Parce que je pense qu'à la base,
il y a des choses, quand tu parles, tu es mieux dans ton corps, ton estime de soi. Comme quand on parle d'un enfant, c'est pas encore développé, ça. L'enfant apprend à être dans la société avec ses pairs, selon les normes. Donc, je pense qu'on a, au niveau des médias sociaux, les enseignants, les parents, on a une responsabilité infinie là, à essayer de vraiment comprendre ce qui se passe. Parce que tu voyais dans la vidéo, elle se retourne sur elle-même dans une vie interne qui est toute seule là, dans cette vie interne-là. Je pense que ça se passe à différents niveaux. Mais quelles sont les choses ou les schèmes qui doivent être en place pour vraiment créer cette santé psychique par rapport à notre estime de soi? On va regarder ça ensemble après cette pause. Restez là. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Levi Koloko de la CEPAP. Il nous parlerait de son parcours et de sa perception du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. On parle de quelque chose de très important ce soir, l'image de soi et notre estime de soi et nos attentes envers notre corps, notre santé. Je dois te dire, Michel, toute ma vie, j'ai été bien dans ma peau. Et toute ma vie, j'ai pensé que je devais perdre du poids. Tu comprends? Oui. En parallèle, j'ai toujours été bien et toujours pensé que je devais perdre du poids. Oui. C'est pas quelque chose... Tu sais, parce que mon corps ne se place pas dans les normes de beauté. Oui. Mon mari se plaint pas, mais, tu sais, mais je suis quand même bien dans ma personne. Tu sais, alors, mais je suis pas une enfant qui n'est pas encore formée, qui a constamment les signaux, les messages de comment je devrais être pour réussir ou pour être bien dans la société. Qu'est-ce que tu dis, parce que j'imagine que tu travailles plutôt avec des femmes d'un certain âge, je devine, là. OK. Et les femmes qui viennent te voir pour de l'aide et de l'appui, ça commence comment et quel genre de cheminement avec elles? Ça commence par... Ils viennent me voir, ils veulent de l'aide avec... quand ils mangent pour des raisons émotionnelles, binge eating, quand on mange de façon compulsive, it doesn't feel good. Puis des problèmes de poids, souvent, ils veulent perdre du poids. Puis des défis avec l'énergie, la fatigue. Et aussi des femmes qui veulent arrêter de suivre des régimes. Ils ont fini avec les diètes. Là. Ça devient fatigant. Ils veulent d'autres options. So, ça commence avec ça. Mais, comme je disais avant, c'était plutôt le travail que je faisais avant. Je vais t'aider à perdre du poids. Mais là, c'est plus centré sur qu'est-ce qui va
sentir qu'ils sont bien nourris par la nourriture, au lieu de mettre le focus sur, mange pas ci, mange pas ça, ou tant de montant, c'est comment ils peuvent se sentir bien nourris par la nourriture puis bien nourris par la vie. Et aussi, ils ont faim pour quoi, Ils ont faim pour quoi quand ça vient à la bouffe? Suivre comme, au lieu de suivre une diète ou quelqu'un d'autre qui va te dire quoi manger, pour le restant de ta vie. Est-ce que ça touche un peu sur l'alimentation intuitive? Oui, ça touche sur ça. Il y a un aspect de ça où je leur aide à apprendre à savoir, quoi manger. Ça vient dans le dedans, là. Quoi manger, des montants, au lieu de compter des points, là, puis mesurer des grammes de poulet, là, que ça vient, dans le dedans. C'est un petit peu d'intuition, mais des fois, c'est pas clair. On perd la connexion avec soi-même, la connexion à l'intuition quand ça vient à la nourriture. Avoir eu des comportements de se nourrir de par nos émotions. Oui, on est. Alors c'est un travail de se réacclimatiser, de ce qui est censé être naturel au niveau de la nourriture. Oui, puis une des choses que je fais, puis tu peux faire avec vos enfants aussi, c'est éteindre la TV. Quand c'est temps de manger, éteindre la TV, serre le téléphone. C'est pas toujours facile, mais puis de manger comme soit dans ton corps quand tu manges. Des fois, on fait du travail et on mange. Puis, d'être présent, être dans ton corps, puis manger de façon, lentement. Puis ça aide avec toutes sortes d'affaires. Ça aide avec l'image de soi, parce que tu es connecté à ton corps. Ça aide avec les cravings, parce que tu manges moins. J'ai commencé à vraiment faire... c'est une influenceur qui m'a influencée sur... non, mais c'est vrai. J'ai commencé à rendre chaque repas un peu comme une cérémonie. C'est-à-dire de mettre la table, de choisir ce que je veux manger, de m'asseoir, de goûter ce que je mange. Plutôt que de comme, t'es entre deux choses, tu manges une sandwich ici, tu fais la puis là, tu réalises même pas que tu as mangé telle chose ou que tu as pris quelque chose de l'assiette de ton enfant ou quoi que ce soit. Donc, c'est juste de manger ce que tu veux. Il n'y a pas de coma, je coupe, je mesure. Mais c'est comme, c'est intentionnel. Et on a aussi commencé à faire des repas en famille. Il y a eu longtemps des repas devant la télévision parce que c'était entre, le travail, la réunion continue, OK, nourrir les enfants. Comme la pandémie, ça a aidé. Mais là, c'est à la table. Puis ça fait partie là, de notre... Puis là, les enfants comprennent, on s'en va à la table pour manger. Et on se parle. On est proche, on se parle, mais il y a quelque chose de spécial à la table. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à tes clients de manger en famille? Oui, absolument. Puis, on a commencé à faire ça avec notre famille, avec mes enfants, dans la fin de la pandémie, parce qu'on voyait que c'était hors contrôle, parce que, on a pris des mauvaises habitudes. On était très occupés, c'était survival mode. Puis, ça a affecté la manière qu'on mangeait. Les enfants mangeaient, puis nous autres aussi comme adultes. Alors, on a commencé à faire ça, family style, t'apportes toute la bouffe à la table, ils peuvent se faire manger, même si c'est juste 15-20 minutes. Oui, ça fait tout différent. Ça crée une fondation. Pour communiquer, connexion avec la famille, connexion avec la nourriture. Ça aide avec beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on aide les gens à s'aimer, à s'accepter comme ils sont? Comment est-ce qu'on fait ça? Oui, c'est une bonne question. Et pour soi-même? Oui, il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais une des choses que je travaille dessus pour moi-même et mes clientes, c'est trouver des façons pour reconnecter avec soi-même et reconnecter avec notre corps.
Parce que, tu sais, on perd la connexion souvent, plusieurs reprises durant la journée. Tu sais, on est dans notre travail, on est dans nos émotions, c'est le stress, productivité. Alors, comment qu'on ramène la connexion? Oui. Par la respiration? Respiration, aller pour des marches, aller dehors. Si tu as envie d'aller à la toilette, vas-y à la toilette. Tu sais, continue pas à travailler. Ignore pas, tu sais, ton corps. Tu sais, bois de l'eau. Fais de la danse. Dors bien. Oui, les routines, des bonnes routines pour le sommeil. Manger de façon slow et présent. Ça, c'est it's embodiment. C'est une façon comme de déposer les ustensiles entre les bouchées. Remarquez, oui, hein, parce qu'on vit vite, hein? On vit vite, là. Puis regardez, là, vous avez le temps de manger, parce que ça va vous aider à digérer, là. Oui, Puis, ça aide on beaucoup n'en parle avec pas, mais il faut avoir des bonnes digestion. selles. Si vous n'avez pas des bonnes selles, vous avez un problème de santé. Non, mais... Oui, il y a un pas problème médecin, avec là, la mais- digestion. Exact. Oui. Oui, alors de bien manger, de boire de l'eau, de bien dormir, ça va aider la digestion, ça va aider nos selles. Bon. Oui. Manger lentement, ça aide avec la digestion. Oui. Déposez vos ustensiles pour parler entre les bouchées. Hey, concept. Oui. Je sais pas, c'est quoi, au Canada, en Amérique du Nord, on est tellement comme à la go, là. Oui, c'est la trappe de productivité. Puis... Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Ça nous rend même pas heureux. Puis c'est drôle, il y a un lien un peu avec ce que François parlait. Tu sais, le 9 à 5, OK, c'est correct, on peut être heureux, mais tu es en train d'aller... Parce que moi, je serais vraiment curieuse de comprendre combien de choses que tu discutes avec tes clients qui sont autour de la relation avec la nourriture. Il y a d'autres choses. Ça peut pas juste être ta relation avec ta nourriture. Oui, c'est certainement, c'est pas juste relation avec la nourriture. Il faut regarder toute la vie, tu sais, tout ce qui se passe dans la vie. Tu sais, quand on mange de façon qui est compulsif, tu sais, il y a peut-être des expériences de vie qui n'ont pas été digérées. Tu sais, des vérités que tu n'as pas sorties encore, tu n'as pas exprimé, tu sais, la vérité qui est en dedans. Quel beau travail que de prendre le temps de faire ça. Hein? De faire ce cheminement-là avec soi. Et il y a des saisons. Ça va pas, ça se fait pas. C'est une évolution. Tu l'as toi-même, tu as une évolution personnelle. Combien de temps, disons quelqu'un vient te voir, combien de temps avant qu'on voit, OK, cette notion de paix avec soi-même? De paix avec soi-même. Ça peut prendre... Tu peux... you can experience ces moments de paix comme assez vite. Pour quelqu'un qui est toujours comme on the go, puis il mange vite, puis toujours le téléphone, tu sais, une semaine, tu sais, une fois par jour, tu t'assois, tu éteins tout, tu mets de la musique, tu sais, tu peux vivre cette expérience, tu sais, de paix intérieure, puis de calme, puis être bien dans sa peau, être bien dans son corps avec ces moments-là, tu sais. Quand tu vas pour une marche, tu sais, tu fais tes respirations, tu écoutes la musique, tu sais, tu es présent avec tes enfants, tu sers le téléphone pour être avec tes enfants. Ça, c'est des moments où tu es dans ton corps puis tu es bien. Tu sais, tu peux penser, c'est quand que tu te sens bien dans ton corps. Tu sais, il y a des moments, même si quelqu'un, le part du temps, tu sais, ils sont... c'est tellement important. Toujours ce que des tu moments, dis, il faut trouver ces moments-là puis ils existent. Oui, c'est tellement important ce que tu dis quand tu dis les parents serrer les téléphones. Moi, c'est quand je vais au musée, là. Puis là, c'est Nathalie qui juge, OK? On a tous des moments où est-ce qu'on juge, mais ça, c'est Nathalie qui juge parce que je suis au musée, je vois les parents avec leurs enfants au musée, ils sont au musée, là. Sortie familiale pour aller explorer, apprendre. Ils sont sur leur téléphone. Je comprends pas. Alors, on le fait. C'est une addiction. C'est une addiction, puis on est inconscient. L'enfant est en train d'explorer, de regarder, je sais pas trop quoi, maman, papa en arrière sur le téléphone. On peut-tu arrêter? Parce que là, nous, on est en train on est le modèle. On est le modèle avec ces comportements-là. Et je m'excuse, le téléphone tourné là, sur la table, au restaurant, à la maison, c'est inacceptable. Excuse-moi, je suis comme, ça me fâche, parce que c'est pas vrai. Le téléphone est physiquement là. Il est physiquement entre nous. Il y a physiquement ton attention. Faut que ça l'arrête. Faut que ça l'arrête.
Puis puis à 12 ans, de dire que l'enfant... Puis je comprends, il y a des questions de sécurité, mais moi, quand j'ai vu cette publicité-là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, il n'y en a pas de téléphone à 12 ans. Il n'y en a pas. C'est dans 6 ans, là. Michel va être comme, tu rêves, Nat, tu rêves. Mais il n'y en aura pas. Je ne sais pas comment, là, mais il faut que je trouve une façon. Tu sais, parce qu'ils vont avoir accès. C'est pas que je veux les garder ignorants, là. Mais alors, on va revenir. On a parlé des clients. On fait quoi avec nos enfants? Pour les tablettes, on fait quoi? On fait quoi? Oui. Tu veux mes idées? Je veux tes idées. Oui. Parce que t'es là, tes enfants sont là. Oui. Attendre le plus longtemps possible pour les électros. Tu sais, leur acheter un iPad, des téléphones, delay. Attendre le plus longtemps possible. Puis... Minimum 8e année, là. Minimum. Puis ça arrive de plus en plus jeune. Le problème, c'est le peer pressure. Mais oui, mais tu sais quoi? On pourrait parler de ça. Santé mentale. Non, mais soyons... Mais faut, tu sais, intuition, informe-toi. Oui. Puis soit ce parent-là qui va mettre, tu sais, on les met dans du sport. Limites, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Des sports, embodiment, right? Trouver des façons pour vos enfants d'être connectés à leur corps. Tu sais, ça, les sports, c'est vraiment une bonne chose pour eux. Aller dans la nature, aller pour des marches, trouver quelque chose, ça peut beaucoup aider, mais aussi placer des limites, attendre aussi longtemps que possible pour leur donner des appareils. Mais tu vas voir, une fois que ça grandit, puis c'est partout. C'est partout, puis ça commence de plus en plus jeune. Ils sont ensemble, puis ils ont le téléphone, ils ont les jeux vidéo. C'est le FOMO, tu sais, lui, TikTok, puis... Oh non, moi, ça me fait capoter. Oui. Mais c'est la réalité. Donc, je sais que ce que je dis, tu sais, on va s'en reparler dans 6 ans, là. Vous allez me dire, Nat, ça se peut pas, là. Oui, c'est ça. Il faut trouver d'autres parents aussi qui ont les mêmes pensées envers ça. Parce qu'ils sont out there. Il faut juste en parler, puis les trouver, puis tu crées ton puis on tribe peut apprendre de ceux qui le vivent en ce moment puis qui se trouvent une belle harmonie. Je veux te dire un gros merci, Michel. Je sais que c'est pas évident de partager son propre cheminement aussi. Merci de le partager. Moi, j'espère que ça vous fait penser. Et on en parle, hein? Prenez-le pour vous. Ça va nous toucher de différentes façons. Moi, je sais que ça m'a ouvert les yeux parce que j'avais jamais vraiment pensé que ça pourrait avoir ce genre d'impact-là. Honnêtement, j'étais naïve. J'y avais pas pensé de cette façon-là. Ça a ouvert mes yeux. Puis j'espère qu'aujourd'hui, on a ouvert vos yeux aussi parce qu'il faut en parler. Il faut être conscient que c'est un problème. Puis comment l'adresser. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine et beaucoup de soupers en famille. Hein? Prenez le temps de le faire. Ottawa, je t'aime. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même place. Ciao! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Jeudi, nous allons à la découverte d'un autre animateur de la station de radio Unique FM qui nous présentera son émission. Par la suite, on discutera de l'amélioration des services au sein de l'hôpital Montfort. Finalement, Jordan Poulain, auteur-compositeur-interprète, nous fera découvrir l'hymne à l'amitié, le nouveau single de son groupe. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé?